Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado L'État du monde. Toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulomb. Jocelyn, ça va bien? Bonjour Jean. Oui, ça va très bien, toi? Super, merci. Ouais, c'est Ben, glacial aujourd'hui à Montréal. ah non, chez nous à Yerevan, il faisait un beau 20 degrés, mais je ne peux pas sortir parce que, il y Ah, a beaucoup, beaucoup de sécurité en ville. C'est d'ailleurs le sujet que je vais aborder avec vous cette semaine. Il y a le le sommet sommet des chefs d'État, chefs de gouvernement européens ici à Yerevan. Donc, les gens commencent à arriver aujourd'hui. Euh, avec les, Mark Carney. avec Mark Carney. Les réunions vont vraiment avoir lieu demain, lundi, puis aussi mardi. Donc, on nous a avisé que ce serait peut-être mieux de rester chez soi, de pas prendre de la voiture ou des taxis parce qu'il y a énormément de routes qui sont bloquées en ville. Vous comprendrez, vous allez avoir presque une trentaine de chefs d'État, de chefs de gouvernement. Puis, Yerevan, ça reste une ville qui est assez petite. Il n'y a pas énormément d'hôtels et ils sont tous concentrés au même endroit dans le centre-ville. Et comme j'habite pas très loin du centre-ville, voilà, je n'ai pas le choix, mais de me confiner chez moi jusqu'à mardi. Même, en fait, lundi, c'est supposé être une journée de travail, mais ils ont demandé aux gens de venir travailler le samedi 18 avril. Question Ah, de pour compenser. compenser, question pour compenser, ouais, voilà. Donc, ben, c'est ça, ben, je vais vous parler de ça, de la visite de Mark Carney ici au sommet des chefs d'État et de gouvernement européens à Yerevan. C'est une première. C'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler. Puis je pense que, comme je vais vous expliquer, je pense que ça reflète aussi un espèce de virage géostratégique slash nationaliste qui est très intéressant. Et toi, tu vas discuter avec nous de est-ce que c'est le début de la fin de l'OTAN? Ouais, Donc, tu vas nous dire, les Américains ont annoncé qu'ils allaient retirer d'Allemagne 5000 soldats. Puis vous avez des chefs de gouvernement ou des anciens ministres européens qui ont évoqué au cours des derniers jours ouvertement la question, est-ce que c'est le début de la fin pour l'OTAN? Donc, voilà, c'est notre menu pour cette semaine. Donc, écoutez, ben, je me lance. Comme je vous disais il y a quelques secondes à peine, ben, vous avez Mark Carney qui est en visite ici à Yerevan. C'est une première, donc c'est la première fois que ce sommet-là, qui est organisé depuis 2022 à raison de 2 fois par année, va accueillir un chef de gouvernement qui n'est pas européen. Donc, la question, ils vont discuter différentes questions économiques, mais aussi le soutien, l'aide économique et militaire à l'Ukraine. Donc, on peut s'attendre au cours des prochains jours dans le communiqué final à une annonce que plusieurs milliards de dollars vont encore être versés à l'Ukraine. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ben, je vais évoquer un message que j'ai mis sur les réseaux sociaux hier soir. Bon, j'ai mis une photo avec une bouteille de champagne, Veuve Clicquot, des huîtres, du caviar, en disant, bon, ben, Mark Carney est en ville, est en visite à Yerevan et j'ai eu le bonheur de pouvoir partager sa table hier soir. Au menu, chers contribuables, il y avait un excellent caviar, mais un champagne plus ou moins ordinaire, mais je vous en remercie néanmoins. Donc, bon, il y a énormément de personnes qui ont compris l'ironie, le sarcasme dans ce message-là. D'autres personnes, non. Donc, je vais faire une mise au point que c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout parce que de toute façon, quand j'ai écrit le message, il venait d'embarquer dans l'avion à Ottawa. Il était au-dessus du Nouveau-Brunswick probablement à ce moment-là. Donc, je n'ai pas partagé sa table. Mais, comme on dit, dans tout sarcasme, dans tout propos ironique, se cache toujours une vérité. La raison pour laquelle j'ai fait ce message-là, c'est que ça nous a été révélé au cours des derniers jours par un député conservateur, Gabriel Hardy de Charlevoix, qui a mis la main sur les bills, les factures des repas de Mark Carney dans l'avion, lors de ses très nombreux voyages, parce que vous savez tout comme moi que Mark Carney adore voyager. Donc, il a mis la main sur la facture des repas, pas dans les hôtels à Paris, à Londres, non, non, les repas servis dans l'avion. Et puis, écoutez, les chiffres, c'est assez faramineux. C'est plus d'un demi-milliard de dollars, un demi-million. demi-million, 524 000 dollars depuis un an. Donc, encore une fois, que pour des repas servis dans l'avion. La facture la plus salée a été lors de son voyage au Qatar.
à peu près 150 000 piastres de repas servis. Et puis peut-être le repas le plus, honnêtement, la facture la plus scandaleuse parce que ça n'a absolument aucune raison d'être, c'est un déplacement à Washington. Donc, Ottawa, Washington, c'est un vol d'à peine 2 heures entre, de mémoire, 22 000 23 000 dollars de repas servis dans l'avion. Évidemment, ce n'est pas que pour lui. Il y a des gens qui le suivent, il y a des journalistes, il y a du staff, des députés et des ministres. Mais quand même, je pense qu'il est légitime de se poser la question, qu'est-ce qu'ils mangent, mon Dieu, ces gens-là, pour dépenser autant d'argent? Tu sais, on ne s'attend pas d'eux à ce qu'ils mangent du ballonné puis des sandwichs au jambon, là. Puis on ne s'attend pas non plus à ce qu'il y ait à choisir entre le poulet ou les pâtes, là. Mais bon, quand on commence à faire le calcul, ça commence à faire pas mal cher par tête de pipe. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce que ce monde-là mange dans l'avion? Donc, la raison pour laquelle j'ai mis une photo avec du champagne, des huîtres, du caviar. Malheureusement, je n'ai pas pu en trouver une avec des homards, mais j'aurais pu le faire. Donc, écoute, C'est la saison au ah oui, c'est Canada. ça, Ça va c'est la saison. commencer. C'est Ça plus la va saison. commencer. C'est plus la saison des huîtres parce qu'il n'y a pas, dans le mois de mai, il n'y a pas de la lettre R. Donc, on dit qu'il faut éviter de manger des huîtres entre mai et août. Bon, Mais je sais que tu as déjà été travailler au cabinet de Stéphane Dion. Donc, ouais. je t'ai posé la question avant le début de l'émission si tu avais déjà fait des déplacements à sa compagnie. Tu me disais non, mais tu avais Oui. déjà. euh, C'est-à-dire, j'ai déjà fait des déplacements, des voyages en Afrique avec lui ou en Europe. Et puis, on mangeait la bouffe de l'avion, hein. Alors, il n'y avait pas. Ce qui est différent de l'avion gouvernemental. c'est Parce ça. que quand Donc, tu prends l'avion ah gouvernemental, oui, ben là, il faut que tu ailles un traiteur. Parce que c'est ça. ça Donc, fonctionne pas 24 heures sur 24, cette affaire-là. non, non, c'est ça. C'est pas des. C'est pas quand c'est l'avion gouvernemental, vous n'avez pas les agents de bord d'Air Canada ou de WestJet qui vous servent les pâtes ou le poulet. Donc, Voilà. les employés, probablement, je sais pas, peut-être du restaurant Le Parlementaire au Parlement ou une Je sais compagnie pas. privée. Je sais pas comment ça Voilà, c'est fonctionne. une compagnie privée qui doit ravitailler l'avion gouvernemental. Alors, comment ça coûte? Il s'agira d'éplucher les comptes publics pour le savoir. Mais c'est ça, le problème, c'est qu'on a la facture complète, on n'a pas le détail des factures. Qu'est-ce qui Voilà. a été servi, il y avait combien de repas, puis ça coûtait combien par tête de pipe. Mais dis-moi, tu me disais que tu avais déjà fait un voyage dans l'avion gouvernemental avec la gouverneure générale, donc Oui, avec Michael Jean en 2006, si ma mémoire est bonne. Alors là, évidemment, c'est le même principe. C'est un avion gouvernemental ravitaillé par une société privée. Et puis, on faisait 5 pays d'Afrique. Alors, c'est sûr que parfois, on mangeait dans l'avion, mais la plupart du temps, on attendait d'arriver à destination pour manger soit à l'hôtel, soit au palais présidentiel, parce qu'il y avait toujours une réception. qu'est-ce que vous mangez? Si tu t'en Oh, écoute, souviens, là, est-ce que je m'en souviens plus. est-ce que Écoute, donc c'est pas ça date d'il y mémorable? a 20 ans. Non, il y avait des repas très bien préparés puisque comme c'est le gouvernement algérien qui reçoit officiellement le chef de l'État canadien, c'est une visite d'État et non pas une visite de travail. Donc, avec tout le protocole qui entoure la visite d'État, ben, c'est sûr que la bouffe qui est servie, hein, c'est pas du McDo. Donc, les Algériens avaient préparé des plats nationaux. Même chose au Mali, même chose au Ghana, en Afrique du Sud, puis ensuite au C'est Maroc. ça, mais pendant le repas d'État, mais dans l'avion entre Dans l'avion, Ottawa puis Alger, c'est pas. En fait, tu écoute, t'en souviens probablement même pas, parce ben, ça fait 20 ans de ça, que. alors Ouais. c'est sûr que non, j'ai pas gardé le menu. En tout cas, bref, j'ai une petite histoire. Bref, donc j'ai- l'Europe, là. Oui, c'est ça. Ben, j'ai une petite histoire drôle à raconter. C'était Jacques Chirac qui était à un souper d'État. C'était en Tunisie ou en Algérie. Et puis Jacques Chirac aimait toujours boire une bière avec son repas, une Ah oui, Corona, la bière la plus dégueulasse qui existe. Donc lui, il l'adorait. bien, Et puis il demandait c'était, Jean-Louis Debré, un de ses bras droits, il dit, trouve-moi une ouais, bière. Il dit, écoute, en Algérie, là, c'est un pays musulman, il n'y a pas d'alcool. Il dit, écoute, il faut absolument que tu. Je veux ma bière. Jean-Louis ouais, Debré va voir l'autre ministre, son homologue, le ministre des Affaires étrangères tunisien ou algérien, puis il dit, écoute, il faut absolument que tu me trouves une bière, mon patron, s'il n'y a pas sa bière, là, écoute, moi, je suis renvoyé, là, écoute, débrouille-toi. Donc, ils ont trouvé une bière qu'ils lui ont amenée dans un verre, puis ils ont mis une serviette de table.
par-dessus, puis il l'amène à Chirac. Chirac cale la bière, et puis il s'exclame très fort. Il dit: «Ah, mon Dieu, comme elle était bonne, cette bière!» Donc, il a mis tout le monde dans l'embarras. Bon, voilà. Maintenant, trêve de plaisanterie. Je vais parler un petit peu la raison pour laquelle je vais vous parler de du sommet. du sommet, ce sujet-là. En fait, je trouve ça un peu particulier. J'ai écrit un texte sur le sujet parce que je participe à une conférence en Italie dans 2 semaines et qui s'intitule justement Le rêve européen de Mark Carney. Et puis, ce qu'on est en train de se rendre compte depuis qu'il est arrivé au pouvoir il y a un petit peu plus d'1 an, c'est qu'il fait vraiment un virage là, très européaniste. Il se détache, il essaie de se détacher des États-Unis, on peut parfaitement comprendre pourquoi il essaie de faire ça, hein. Puis on comprend aussi pourquoi la population canadienne l'appuie massivement, majoritairement dans cette entreprise-là. Parce que, on s'entend, le nationalisme canadien, j'en ai déjà parlé, le nationalisme canadien est défini en très grande partie par l'anti-américanisme. C'est comme ça depuis toujours. John A. Macdonald, le premier ministre canadien, disait à la fin du 19e siècle: «Je suis né citoyen britannique et je vais mourir citoyen britannique. Hors de question que je devienne un citoyen américain.» Et puis, donc évidemment, à partir du moment où dans les années 30, 40, 50, l'attachement à la couronne britannique s'est estompé, il a fallu qu'on développe un nouveau socle sur lequel on pouvait appuyer le nationalisme canadien. Et puis, ben, la solution était l'anti-américanisme. Nous ne sommes pas américains, nous ne voulons pas devenir américains. Donc, tout ce que les Américains vont faire, on va faire l'inverse. Donc, le nationalisme canadien a pris a pris une forme très ancrée dans les politiques publiques, les prises de décision politiques. Donc, les Américains, en matière d'affaires étrangères, ben, c'est l'unilatéralisme, c'est le militarisme. Donc, nous, à l'inverse, ça va être le multilatéralisme, ça va être les opérations de maintien de la paix. Eux, leur filet social est très restreint, très minime. Nous, on va mettre en place un filet social très, très, très développé. Donc, l'assurance maladie qui a été développée par Tommy Douglas, un des chefs ce qui s'appelait pas à l'époque le NPD, mais ce qui s'appelle maintenant le NPD, est présenté comme le père du Medicare canadien. Donc, c'est ça, le nationalisme canadien, c'est toujours articulé autour de politiques publiques très progressistes, mais qui portent en leur sein le désir de marquer notre différence par rapport aux politiques publiques américaines. Et puis, il y a toujours eu cette réticence à vouloir avoir des accords de libre-échange avec les Américains. Donc, dans les années 80, le fameux débat électoral en 1988 Ouais. entre John Turner puis Brian Mulroney. Turner a dit à Brian Mulroney: You've sold us. Tu nous as vendu avec l'accord de libre-échange que tu es en train de signer avec les États-Unis. Tu es en train de nous vendre. Et lui, la réponse de Mulroney a été: vous n'avez pas le monopole du patriotisme canadien. Moi aussi, je suis Canadien, fier d'être Canadien. Donc, dans un échange qui a duré à peu près une minute et demie, vous avez là l'incarnation de ce malaise canadien à vouloir être trop associé aux États-Unis. Mais en même temps, le Canada ne peut avoir que les politiques publiques et politiques commerciales de sa géographie. Je veux dire, les États-Unis sont là, c'est la puissance économique. On dit 80% des Canadiens habitent à moins de 150 kilomètres de la frontière américaine. Donc, évidemment, les liens commerciaux se sont toujours historiquement développés avec les États-Unis. C'est à peu près 75% du commerce international canadien qui se font vers les États-Unis. Donc, c'est inévitable. Donc, il y a quand même quelque chose de schizophrénique dans le nationalisme canadien. C'est on ne veut pas être américain, donc on se définit autour de politiques publiques qui sont l'inverse de ce que les Américains ont, mais d'un autre côté, on est parfaitement heureux de faire des affaires avec Mm. les Américains. Puis, je veux dire, la puissance culturelle américaine, inévitablement, elle est très présente aux États-Unis, hein. Vous savez, dans le Canada anglais, l'immense majorité des émissions de télévision qui sont écoutées dans le Canada anglais sont produites, réalisées aux États-Unis, ce qui est un peu différent au Québec parce que vous avez un écosystème culturel qui est différent, où vous avez vraiment on parle en fait, c'est un peu comme la France, des acteurs québécois très, très, très connus qui jouent dans des films québécois, des productions québécoises, parce que le gouvernement du Québec investit énormément d'argent là-dedans, mais il n'en reste pas moins que sur le plan de la psychologie collective, le Québec, comme le Canada anglais, est marqué parce que des sociologues, des auteurs québécois ont appelé l'américanité. Donc, Mm. on est marqué par l'influence de la culture américaine et ça fait en sorte que la culture canadienne, la culture québécoise, ben, c'est un mélange d'américanité, de britannicité
de culture française dans notre code, culture autochtone également. Donc, c'est un melting pot psychologique, identitaire, qui nous rend uniques. Et ça, peu importe les tentatives, les mesures de boycott que les Canadiens vont mettre de l'avant, on ne pourra jamais s'extirper de l'américanité, ça va Hmm. toujours être là. On peut par contre lutter contre l'américanisation, mais ça, c'est autre chose. L'américanisation, c'est d'adopter à 100% les politiques américaines. Et ça, évidemment, à terme, ça voudrait dire l'effacement du Canada. Moi, j'ai l'impression que Mark Carney, depuis qu'il est arrivé au pouvoir avec son virage européaniste, il essaie non seulement de lutter contre l'américanisation, donc la présence des compagnies américaines au Canada, l'ingérence que les Américains peuvent avoir dans la politique canadienne, il essaie également de s'extirper aussi du mythe de l'américanité. Donc, par exemple, après son élection, pas son élection, mais en fait, lorsque le Parti libéral l'a choisi pour devenir premier ministre, sa première visite d'État n'a pas été à Washington, ce qui aurait normalement dû être la norme. Sa première visite d'État a été à Londres et à Paris. Et Euh, je dirais même qu'il a commencé par Paris pour aller à Londres. mhm. Oui, mais oui, c'est vrai. Mais le Ouais, fait est qu'il n'est pas allé à Washington. voilà. Et là, maintenant, il est en train de vouloir tenter de trouver un accord de libre-échange avec l'Union européenne. C'est en discussion. Et là même, on commence à évoquer, est-ce que c'est sérieux? Je ne le pense pas, mais on commence à évoquer la possibilité que le Canada puisse devenir le 28e État membre de l'Union européenne. Mhm. Et là, il est en ce moment à Yerevan, un sommet de chefs de gouvernement et chefs d'État européens. Et c'est une première depuis 2022 qu'un non-européen soit invité. Donc, lui, il est présent. Donc, depuis un an, il est vraiment en train là, de réorienter les politiques commerciales, les politiques stratégiques, militaires vers l'Europe, comme si les Américains, ben, c'était nos voisins, mais on n'avait pas à avoir à faire on n'avait pas à faire d'ententes commerciaux avec eux. On pouvait vivre sans eux. Euh, donc, moi, je trouve ça un petit peu particulier. Puis, en tout cas, sur le Je, plan du nationalisme canadien, si ma thèse est bonne, ben ça marquerait vraiment une espèce de virage hmm. du nationalisme canadien. Je pense qu'il va frapper un mur sur le plan militaire parce que notre intégration militaire avec les États-Unis, elle est presque totale. On n'a pas de marge de manœuvre. Et comme tu le disais d'ailleurs, on a la politique de notre géographie et c'est encore plus spectaculaire du point de vue militaire. Il faut défendre non seulement le Canada, mais l'Amérique du Nord. Et je lisais un texte tout récemment sur les achats de matériel militaire. On n'aura pas le choix que, encore une fois, dans 80% des cas, d'acheter américain. Et donc, on peut faire des discours, on peut faire des voyages, mais la réalité nous rattrape très rapidement sur le plan économique, à cause du commerce avec les États-Unis, mais sur le plan militaire, qui devient de talk of the town, si je peux dire, depuis la guerre en Ukraine et puis celle qui se déroule au Proche-Orient. euh, ça nous enferme dans la relation avec les États-Unis et nous sommes, avec les Américains, en train de construire une forteresse nord-américaine et qui va peut-être même s'agrandir à toutes les Amériques parce qu'il y a ce projet peut-être un peu fou des Américains de revenir au fondement de la doctrine Monroe, que Ouais. eux autres, ils s'occupent de leur arrière-cour des Amériques et puis ils veulent pas voir les Européens ou les Chinois même venir jouer dans leur arrière-cour. Ouais. Mais au-delà de la dimension militaire, je pense que c'est la dimension culturelle qu'on doit aussi considérer. Tu sais, C'est en fait, vrai. c'est pas lui qui a commencé, c'est Trudeau. Les politiques de boycott contre les GAFAM, Oui. les médias sociaux. Donc, il n'y a pas de publicité sur les médias sociaux. Puis on sait que ça a toujours été un cheval de bataille, surtout des libéraux, de mettre en place des politiques pour bloquer par exemple, la publicité américaine dans les magazines canadiens.
Au Canada, je pense que c'est un des seuls pays au monde où au Super Bowl, ben, vous n'avez pas accès aux publicités américaines qui coûtent, Ah ma oui. foi, 1 ou 2 millions par 30 secondes. Donc, la volonté de préserver par les publicités la culture canadienne. Donc, il y a déjà cet élément-là qui était déjà bel et bien présent avant l'arrivée au pouvoir de Mark Carney, mais peut-être que Mark Carney va en rajouter une couche, va accélérer cette espèce de processus qui est absolument vain de vouloir essayer de s'extirper de l'américanité pour que le Hmm. Canada prenne un virage plus européen. Mais ça semble être sa volonté parce que Mark Carney a dit lors de ses voyages à Paris et à Londres que le Canada était le pays non européen le plus Plus européen. européen. Donc, Oui. par des formulations comme ça, c'est comme s'il essayait de prétendre que le Canada n'est pas américain. Or, le Canada est en partie américain, comme il est en partie Hmm. britannique et d'origine française. Donc, tu sais, à quelque part, je terminerai là-dessus. Vous avez vu comme moi Elvis Gratton, la fameuse scène dans l'avion où un Français lui demande qui vous êtes, puis il dit, ah, je suis un francophone nord-américain, canadien, français. Puis les gens se moquent de ça, puis ils disent, voilà, c'est le reflet que les Québécois sont incapables de se définir comme Québécois. Mais au contraire, moi, je dis, c'est plutôt le reflet de l'américanité. Parce que le Québec est une bulle dans un continent où vous avez différentes influences. Donc, le fait de dire que je Hmm. suis un Québécois d'origine francophone, canadienne, française, mais américain, ça peut paraître fou, là, mais en réalité, c'est ça la dimension identitaire Ouais. du Québec, puis évidemment, moindre dans le cas du Canada. Donc, j'ai l'impression que Mark Carney est en train est sur une politique nationaliste. C'est pas juste une politique commerciale, géostratégique, il y a un aspect nationaliste dans sa démarche qu'on doit prendre au sérieux et évidemment les conséquences politiques que ça peut avoir. Parce que si le Canada est en train de réorienter vers l'Europe, d'accord, mais est-ce qu'on peut en discuter puis être en mesure d'évaluer les tenants aboutissants de ce Ouais. rapprochement-là avec l'Europe jusqu'à à terme de devenir le 28e État membre? Ça veut dire être assujetti aux directives des fonctionnaires de Bruxelles, Hmm. etc., etc. Puis tu le sais comme moi, tu passes beaucoup de temps en Europe, que l'Union européenne, justement, cette bureaucratie-là, cette technocratie-là est très, très, très décriée par les peuples Ouais. européens qui ont l'impression que l'Europe est en train de leur retirer une part de leur souveraineté, de leur démocratie. Je veux dire, si on est en train de s'embarquer dans un processus comme celui-là, ben, je pense que les gens devraient non seulement être au courant, mais à tout le moins, ils devraient avoir un véritable débat sur la question. Ouais. Sûrement que ça sera le rôle du comité parlementaire de la Chambre des communes sur les affaires étrangères que de peut-être faire des auditions là-dessus sur la possibilité d'adhérer à l'Union européenne, mais on est très loin de la coupe Ah aux oui, lèvres ici, là, évidemment. parce que ça prend beaucoup de temps pour des négociations avec l'Union européenne. On a signé un traité de libre-échange avec l'Union européenne il y a quelques années, puis il reste encore une dizaine de pays qui ne l'ont pas ratifié. Il est en cours, il est appliqué, mais il y a encore des pays qui ne l'ont pas totalement ratifié. Alors, je pense que ça fait partie d'un discours qui dit aux Canadiens, on a d'autres options, même si dans la réalité, comme tu l'as si bien expliqué, on est en Amérique du Nord, on n'est pas en Europe, et à un moment donné, ça va Voilà. revenir, ça. Ça va falloir accepter une Voilà, réalité qui est, ma foi, implacable. Alors, voilà. vas-y, parle-nous Est-ce que c'est le début de Alors, la fin pour l'OTAN? le début de la fin pour l'OTAN, je ne sais pas si ça commence là ou ça a déjà commencé avant, parce que faut se rappeler que pendant la première administration Trump, on peut pas dire que le président américain était un enthousiaste de l'OTAN. Il menaçait constamment de sortir de l'organisation. Ça avait pour but, ça, de forcer les pays de l'OTAN à dépenser ou à atteindre l'objectif du 2% de leur PIB en matière de défense nationale, ce qui a donné des résultats, puisque la plupart des 32 pays de l'OTAN maintenant ont atteint la barre du 2% et bientôt devront atteindre la barre du 3,5 en termes de dépenses militaires et à cela va s'ajouter 1,5 en d'autres dépenses associées aux militaires. Et donc, là-dessus, le président a réussi son coup, c'est-à-dire de forcer ses alliés à dépenser,
Et quand on creuse un peu, on se rend compte que s'ils dépensent, c'est parce qu'ils achètent du militaire américain. Ils n'achètent pas beaucoup de matériel européen, ce qui met en colère, bien sûr, les armementiers français ou britanniques ou d'autres, parce que c'est l'effet pervers de la pression américaine, mais sûrement que c'était bien réfléchi par Trump et ses associés. Alors, qu'est-ce qui est arrivé cette semaine? Eh bien, le président a annoncé le retrait de 5000 militaires américains déjà stationnés en Allemagne. Il y a en Allemagne 34 000 à peu près militaires américains répartis dans plusieurs bases qui sont un peu le reliquat de ce qu'il y avait pendant la guerre froide, hein. Euh, on est allé à un moment donné jusqu'à 500 000 soldats américains en Europe au plus haut moment de la guerre froide. Aujourd'hui, il y a à peu près 100 000 soldats américains en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Turquie, au Royaume-Uni, ou en Pologne et dans d'autres pays. Donc, Washington annonce le retrait de 5 000 soldats, soi-disant parce que Trump est mécontent des déclarations du chancelier allemand qui a dit que les États-Unis se faisaient humilier par les dirigeants iraniens, etc. Mais à l'évidence, tout ça était planifié depuis longtemps parce que quand l'administration Trump est arrivée au pouvoir en janvier 2025, ils avaient déjà le plan de commencer à réduire le nombre de soldats en Europe. Maintenant, il y a une loi qui a été adoptée par le Congrès et qui dit que le Congrès doit avoir son mot à dire sur la réduction des troupes en Europe. Donc, on verra comment le bras de fer entre les deux va se dérouler. Euh, est-ce que le Congrès peut vraiment bloquer la décision du président sur ce genre de choses? Euh, une- Là où il pourrait bloquer, c'est sur le retrait de l'OTAN. C'est-à-dire que si les États-Unis veulent se retirer de l'OTAN, comme c'est le Sénat qui a ratifié le traité d'adhésion à l'OTAN, il aura certainement son mot à dire si les Américains vont jusque-là. Donc, est-ce que ce premier retrait de 5000 soldats est le début de la fin pour l'OTAN? En tout cas, c'est ce que pense l'ancien chef de la diplomatie allemande, Joschka Fischer, qui écrivait dans le journal Le Monde que maintenant, il fallait s'attendre à ce que les Américains annoncent bientôt leur retrait de l'Europe. Vont-ils se retirer de la structure de l'OTAN? Ça, c'est une autre paire de manches, mais peut-être leur retrait militaire de l'Europe par phase. Pour ceux qui ont un peu une mémoire historique, Joschka Fischer est un ancien leader du Parti vert en Allemagne. Et avant de joindre le gouvernement de Schröder, du chancelier Schröder, dans les années, fin des années 90, début des années 2000, c'était un agitateur qui n'hésitait pas à lancer des pavés contre les policiers capitalistes et impérialistes allemands. Sauf que, bon, il a décidé de s'intégrer à la joute parlementaire et les Verts sont devenus un parti de coalition. Et ils se sont joints à la coalition des sociaux-démocrates et ils ont participé au boycott de la guerre en Irak, parce que c'est en 2003 que George Bush et Tony Blair ont décidé d'attaquer l'Irak. Et les Allemands, les Français, les Canadiens, les Russes se sont opposés à cette guerre. Et Joschka Fischer était une des figures de l'opposition à la guerre en Irak. Il a été ministre des Affaires étrangères pendant plusieurs années. Il a laissé sa marque dans la diplomatie allemande. Donc pour lui, il est devenu évident que c'est une question de temps que les Américains se retirent d'Europe et que maintenant les Européens doivent cesser leur chicane et se rassembler
autour d'un projet de sécurité, de défense collective, et ce projet serait porté par la France et l'Allemagne. C'est un vieux projet, hein. Remarque, on parle de ça depuis très longtemps en Europe. Les deux moteurs de l'unité européenne que sont la France et l'Allemagne pourrait devenir aussi le moteur d'une Europe de la défense, avec évidemment l'adjonction du Royaume-Uni, qui de plus en plus voit ses liens avec les États-Unis se tendre. OK, on a la visite du roi à Washington, mais au-delà de cette visite protocolaire, on voit bien que les Britanniques retournent, se tournent, pardon, vers l'Europe. Est-ce qu'ils veulent réintégrer l'Union européenne? Ça, c'est une autre paire de manches parce que ça serait extrêmement compliqué. Puis je suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup d'enthousiasme de la part des Européens. Mais sur le plan militaire, ça n'empêche rien. Les Britanniques peuvent travailler avec les Français, avec les Allemands, sur une identité européenne de défense, soit à l'intérieur de l'OTAN, soit à l'extérieur. Parce que si les Américains, in fine, décident de se retirer complètement de l'OTAN, ben pourquoi ne pas nationaliser l'OTAN pour que ça devienne une organisation européenne avec le soutien du Canada qui resterait membre Et, de cette structure? et une structure comme celle-là aurait toujours une dissuasion nucléaire indépendante par le biais de la France. Alors voilà, donc là, tout le débat est de savoir, est-ce que la France veut que son parapluie nucléaire couvre l'ensemble des pays européens? Dans la doctrine nucléaire française, il y a toujours eu cette idée d'espace européen, que les intérêts de sécurité français n'étaient pas seulement concentrés sur l'Hexagone, mais aussi ils étaient européens. Maintenant, il faut passer de la parole aux actes. Qu'est-ce que Mhm. ça veut dire concrètement? Est-ce qu'on déploie en Pologne ou en Allemagne ou en Suède des armes nucléaires françaises au même titre qu'il y a actuellement des armes nucléaires américaines dans 6 ou 7 pays européens? Les gens semblent oublier ça, mais il y a des armes nucléaires américaines en Turquie, en Italie, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Belgique, je crois. Je pense que c'est les pays, il y en a peut-être un autre. Donc, oui, ça pose la question du parapluie nucléaire. Le débat est lancé, Macron l'a lancé. Certains, les plus nationalistes en France, ne veulent pas partager le feu nucléaire. D'autres disent, ben, on n'a pas le choix. Là encore, on a la politique de notre géographie. La Russie n'est pas si loin que ça, après tout. Donc, voilà, est-ce qu'on s'en va vers la dissolution de l'OTAN? On a ce premier signe du retrait des militaires américains. Au mois de juin, c'est le sommet annuel de l'OTAN. On verra d'abord si Trump va se rendre au sommet, parce qu'il n'arrête pas de dénoncer l'OTAN qu'il a qualifié de mauviette parce que ils sont pas venus à la rescousse dans la guerre avec l'Iran. Donc peut-être qu'il va envoyer son vice-président le représenter, ça, on verra. Et puis, qui sait si d'ici la fin de son mandat, il ne va pas déclarer que les États-Unis se donnent un certain nombre d'années pour se retirer totalement. Ça pourrait être une option d'ailleurs que les Européens discutent, c'est de dire aux Américains, ben nous, dans 5 ans, dans 10 ans, on va être prêts à assumer la sécurité du continent. Et voici ce qu'on pourrait faire pour y arriver et vous remplacer. Voilà. Non, ben, c'est un petit peu ça, mon point de vue. Peut-être que c'est peut-être ça que Trump recherche en réalité, parce que ça lui, il n'y aurait pas à passer par le Sénat. Donc, ça sera un vote à majorité simple ou aux 2 tiers pour éventuellement se retirer La du. ratification, c'est les 2 tiers, c'est 60 voix. Donc, le Mais retrait. j'imagine que le retrait, ça pourrait être ça. Je ne connais pas la mécanique OK. constitutionnelle, mais à l'évidence, le Sénat va vouloir agir là-dessus, ça c'est Oui, certain. oui. Mais ça, donc, c'est peut-être dans son intérêt de pousser les Européens à dire aux Américains, écoutez, on n'a plus besoin de vous. On va se Oui. prendre on va se prendre en main.
Et c'est peut-être aussi ce que les chefs d'État et de gouvernement européens ont besoin, Ouais. de se Et, peinturer dans le coin comme ça, de dire, bon, ben, on pose ce geste-là de rupture, maintenant, on n'a plus le choix, on doit s'asseoir ensemble, s'entendre, puis développer une structure où on aura essentiellement, même si ça ne s'appellerait pas comme ça, une force armée commune. Bon, en tout cas, et pour ceux qui ont peur de perdre le parapluie américain, ben, il y a toujours la possibilité pour ces pays de signer une entente bilatérale avec les États-Unis sur la défense et la sécurité. Et cette peur-là, on la retrouve dans les pays d'Europe de l'Est et centrale, qui ont toujours freiné les projets français d'une autonomisation de l'Europe au sein de l'OTAN ou à l'extérieur de l'OTAN. Ben là, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte que les Américains, sous Trump en particulier, n'ont pas plus d'égard envers la Pologne qu'envers la France ou le Royaume-Uni. c'est ça Alors, ma, même les Polonais veulent avoir une bombe atomique. Moi, je leur recommande pas de commencer à étudier ça parce que les Russes vont mettre fin à ça assez rapidement. c'est pas une bonne idée. Mais aussi, tu sais, les trois pays baltes, qui sont peut-être les pays les plus menacés par la Exposé, Russie, les ouais, plus exposés, c'est une chose de signer un accord de collaboration militaire avec les Américains, mais est-ce que les Américains honoreraient, in fine, leurs paroles si Tallinn devait être bombardée par les Russes, hein? Parce que, encore une fois, c'est la fameuse question, est-ce que les Américains sont prêts à sacrifier Washington et New York voilà. pour sauver Tallinn? On peut bien avoir un Non. accord, là, mais La un accord, réponse, c'est non. ça peut se déchirer aussi, aussi rapidement que ça a été signé, là. Voilà, Ah, ça ne vaut que sur le papier où il est inscrit. Je exactement. voulais faire une mise au point parce que Vas-y, oui. la semaine dernière, j'ai parlé de l'élection du secrétaire général de l'ONU et tu m'as posé la question, il y a 4 candidats, est-ce qu'il peut y en avoir d'autres dans le courant des prochains mois parce qu'on va connaître le résultat, je crois que c'est en octobre ou en novembre, il n'y a pas de date qui est fixée J- encore là-dessus, mais j'ai aussi posé la même question à l'ancien ministre arménien des Affaires étrangères, qui est ouais. un collègue, et puis je te laisserai savoir sa réponse après la tienne. Alors, lui, il dit, c'est-à-dire aux Nations Unies, le porte-parole du secrétaire général m'a dit, euh, oui, il peut toujours y avoir des candidatures qui arrivent pendant le processus actuel. Et donc, il y aura des auditions publiques pour ce candidat ou cette candidate. Et puis, à un moment donné, le Conseil de sécurité va se réunir, va faire sa recommandation à l'Assemblée générale, et c'est l'Assemblée générale qui décidera. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Et puis, je lui ai aussi posé la question, ton favori selon toi, qui normalement devrait être élu? Puis il dit, écoute, dans le contexte global actuel, il dit, moi, je me suis toujours très bien entendu avec Micheline Bachelet, l'ancienne Ouais, présidente Michele Bachelet. chilienne. Malheureusement, elle est trop, politiquement parlant, elle est trop teintée à gauche Ouais, pour l'administration américaine. Il dit ça passera pas. Il dit même si il dit personnellement, je crois que ce serait la meilleure candidate parce que vraiment, c'est une diplomate hors pair. Il dit dans le contexte actuel, je pense que ce serait un non-politicien, quelqu'un qui n'a pas de racines en politique qui devrait être élu. Donc, Grossi. selon lui, ce serait Grossi, l'Argentin, Ouais, qui normalement, si c'est une des quatre candidatures qui ont été ouais. auditionnées, normalement, ça devrait, selon lui, ça devrait être le choix naturel dans le contexte politique de Et 2026. évidemment, là, il y a deux choses. Euh, Beaucoup pensaient qu'une femme serait élue, puisque parmi les quatre, il y a 2 femmes. Alors, c'était possible pour Michele Bachelet. Il faut dire qu'elle va avoir 75 ans lors de l'élection. Est-ce que c'est un emploi qui est très prenant physiquement? Tu parlais des dépenses de bouffe de notre premier ministre. Je peux te garantir que le secrétaire général de l'ONU, Ça, lui, il vit dans l'avion parce qu'il est ouais. constamment à voyager un peu partout sur la planète. Alors, donc, la première chose, c'est ça, est-ce que ça serait une femme? Et deuxièmement, Grossi, quand tu regardes son CV, son expérience diplomatique, oui, il a été ambassadeur, mais dans des petits pays, et il a essentiellement travaillé sur les questions de désarmement. Ouais.
d'abord sur le chimique, puis maintenant Le sur le nucléaire nucléaire. iranien. Alors, c'est vrai qu'il a l'oreille des, de Moscou et de Washington, ce qui est déjà beaucoup pour être élu. Il parle très bien français, donc les Français vont pas faire d'opposition. Alors, tout indique effectivement que c'est lui qui va être choisi, mais la dynamique politique peut changer d'ici l'élection. Ouais, écoutez, moi, je pense que j'en avais déjà parlé il y a quelques mois. Si on peut sortir un joker, quelqu'un dont on ne parle pas à l'heure actuelle qui pourrait devenir un Ah oui? cinquième candidat potentiel, je n'avais déjà discuté, je pense, sur le podcast, en tout cas en privé, on l'avait fait. Je pense qu'il ne faut pas mettre de côté le président kazakh, Kassim-Jomart Tokayev, qui a été directeur général du bureau de l'ONU à Genève il y a une quinzaine d'années. Polyglotte, parle chinois, russe évidemment, parle anglais, français, longue carrière diplomatique et surtout, il ne peut plus se représenter à la présidence kazakh parce qu'il fait passer un amendement constitutionnel. Maintenant, c'est un seul mandat de 7 ans OK. qui s'applique à lui. Et dans la dynamique de la politique kazakh, ça commence déjà à être un canard boiteux. On commence à évoquer déjà des différents successeurs potentiels. Donc, ça pourrait, en sachant qu'il ne peut pas se représenter à nouveau, ça pourrait être une fin de carrière politique très digne et qui serait aussi tout à fait naturelle compte tenu de son pedigree, de son CV. Donc, Maintenant, évidemment, qu'il y aurait l'oreille des Chinois et des Russes, et ce serait ouais, aussi le premier, oui, le principe de l'alternance, il n'en reste pas moins que ce serait le premier centre asiatique à occuper oui, ce poste-là. mais le centre asiatique n'est pas une région pour les Nations Unies, hein. C'est C'est l'Europe, c'est l'Asie, c'est l'Afrique, l'Amérique latine. Et l'Amérique latine attend depuis presque 30 ans son le secrétaire général, puisque le successeur de dernier, avant Pérez de Pérez, Cuellar. voilà, Ouais. Pérez de Cuellar a été secrétaire général. Et actuellement, sur les quatre, il y a trois Sud-Américains. Ouais. Ben, c'est ça, Donc parce que c'est là, comme la logique naturelle, mais la politique, souvent, ah oui, c'est sûr fait fi de que, de la logique naturelle. Mais je rajouterais que je veux dire, le Kazakhstan est un pays extrêmement stratégique pour à peu près tout le monde, les Français, les Britanniques, les Américains aussi, qui viennent de signer un accord de plusieurs milliards de dollars dans le secteur énergétique par le biais d'un OK. des fils de Trump, parce que tous ces pays-là ont besoin des ressources naturelles du Kazakhstan, l'uranium en particulier. Donc, pour, donc, ça serait dans l'intérêt de la France en particulier et des autres pays membre permanent du Conseil de sécurité, d'entre guillemets, de faire une fleur au Kazakhstan pour continuer à bien laisser entretenir les relations qui sont hyper stratégiques avec Ouais. ce pays-là qui produit plus de 50 de l'uranium dans le monde aussi. Il ne Bon. faut pas l'oublier. Alors, moi, j'y crois pas, mais on verra ça. On verra. En tout cas, si ça arrive, là, ben, vous pourrez me citer et dire que j'ai été On te capable servira de, du champagne, mon cher. ben, pas de la veuve Clicquot, là. Ça, c'est de la champagnette, là. Vous me servirez autre chose. Oh, Le caviar, par contre, ça va. Bon, OK. bon, ben écoutez, ça sera tout pour nous cette semaine. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Donc, comme d'habitude, likez, partagez, parlez-en à vos amis. Et puis, ben, ça nous fera plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour ce qui sera le 30e épisode de notre deuxième saison. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Au revoir.